si aujourd'hui tu es ingénieur et que tu dois concevoir un service comme Netflix, alors comment tu ferais? Bonjour à tous et bienvenue sur Yellen Voice. Aujourd'hui, nous sommes avec Amadou Khan. Amadou Khan qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va nous parler de son parcours. Aujourd'hui, ce qu'il fait, où est-ce qu'il en est et quelques éléments de conseils qui peuvent permettre pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en informatique de pouvoir avancer. Donc, sans plus tarder, je vais faire l'introduction. Donc, Amadou, il est actuellement basé aux États-Unis, donc à Seattle, et il travaille au sein de la société Meta, donc ex-Facebook. Donc, il travaille en tant que software engineer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, qu'il revienne un peu sur son parcours. Donc, depuis le bac jusqu'à effectivement son poste actuel de software engineer. Bienvenue Amadou et je te laisse la parole. Merci Seydou. Bonjour Seydou. Merci à Hidden Voice de m'avoir donné la possibilité aujourd'hui en fait de m'exprimer sur votre plateau. Et ouais, ça fait un honneur en fait d'être invité aujourd'hui. Alors moi, comme tu l'as dit, je suis Amadou Khan, donc ingénieur en informatique et j'évolue actuellement en fait chez Meta et Meta Platforms, qui est l'entreprise qui est derrière Facebook, Instagram et WhatsApp. Et on a aussi d'autres produits qui ne sont pas forcément populaires partout. Alors, par rapport à mon parcours, je pense que je suis né au Mali et j'ai grandi là-bas. Alors, j'ai fait mes études primaires et fondamentales dans un village au sud de Bamako, à 60 km de Bamako. Et c'est après mon DF que je suis arrivé à Bamako, en fait, parce qu'il n'y avait pas de lycée dans le village à l'époque. Et en fait, j'ai eu aussi Alors, j'ai fait mon lycée à Bamako, précisément au lycée Bilali Sissoko. Et ensuite, après le bac, j'ai eu en fait la chance d'obtenir une bourse d'État pour continuer mes études en Tunisie, là où j'ai fait des classes prépa scientifiques. Et après les classes prépa, après le concours, j'ai intégré une école d'ingénieur en télécommunication euh, en Tunisie qui s'appelle SIPCOM. Donc, et pendant mon parcours dans cette école d'ingénieur, j'ai aussi eu l'opportunité d'intégrer une école d'ingénieur française dans le cadre d'un programme de double diplôme entre, euh, entre l'école en Tunisie, SIPCOM, et l'école en France. L'école en France, d'ailleurs, c'était Télécom Bretagne. Euh, alors, pendant mon parcours aussi en France, j'ai eu l'opportunité d'obtenir un stage. Alors, c'était un stage d'une année. Et donc, je suis venu dans ce cadre-là, en fait, aux États-Unis, en Californie, précisément en Californie, et au sud de la Californie, où j'ai travaillé en tant que stagiaire en informatique. Et je l'ai fait pendant une année. Donc après ce stage d'une année, j'ai aussi eu l'opportunité d'avoir un contrat de travail avec cette entreprise et j'ai accepté l'offre. C'était l'offre pour une position d'être software engineer à l'époque. Et voilà, j'ai signé l'offre et après je suis reparti en France pour finir mes études. Parce que j'avais encore un semestre à finir et puis faire ma présentation pour le stage de fin d'études. Et juste après cela, je suis retourné en Californie pour le travail. Donc, depuis lors, j'évolue en fait dans ce domaine de software engineer. Et donc, là, actuellement, je suis pris avec cette boîte où j'ai fait mon stage au début. Donc, là, j'évolue actuellement à Meta et je suis basé à Seattle. C'est un parcours très riche et très très intéressant, comme on peut l'observer, avec un mix à la fois de la France, donc tu auras quand même quelques éléments à partager sur la France, son expérience en France, euh, un peu aussi sur la Tunisie, et pour finir aujourd'hui là où tu es avec ton expérience chez Meta et précisément les États-Unis, Seattle ou Californie de façon générale. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, moi, ce que je voulais surtout savoir, c'est pour les personnes qui s'y connaissent pas, c'est quoi un software engineer? Qu'est-ce que c'est comme rôle et comment nous, on peut faire la différence entre software engineer, développeur, parce que c'est des choses qui sont pas forcément connues. Donc, comment on fait la différence entre ces deux rôles?
Alors, je pense que en fait, un software engineer, c'est vraiment la personne qui conçoit en fait cette boîte noire qui est généralement exposée aux développeurs. Donc, un exemple concret, par exemple, que je pourrais te donner de mon propre expérience, en fait, c'est dans la boîte où j'ai travaillé avant, on avait en fait une équipe de programmeurs, on les appelait les programmeurs, et il y avait aussi une équipe de software engineers. Donc, l'équipe software engineer, c'est cette équipe qui développe en fait des API ou des librairies qui sont après utilisées par les programmeurs. Donc, imagine que en fait, je travaillais pour une boîte à l'époque qui donnait des cours en ligne. Et donc, imaginez que par exemple, vous voulez afficher euh, un graphe. Vous voulez afficher un graphe, une parabole dans un système de coordonnées cartésien. Donc, le programmeur, il sait qu'il y a une librairie qui s'appelle Display Graph, à qui il faut passer des paramètres pour pouvoir afficher. Donc, maintenant, il ne sait pas forcément comment l'affichage est fait techniquement, mais tout ce que le programmeur sait, c'est qu'en fait, il y a une fonction qui doit appeler pour faire ce travail. Et cette fonction derrière est conçue par des software engineers pour s'assurer que en fait, l'affichage est optimal et s'adapte bien sur différents écrans et aussi peut être animé. L'étudiant peut probablement interagir avec des graphes pour pouvoir après communiquer avec un backend. Donc, et le programmeur, lui, il sait bien appeler en fait la fonction, il sait bien passer les bons paramètres, mais il ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, mais le software engineer, lui, par contre, c'est son travail vraiment de le concevoir. Et justement, ça veut dire qu'effectivement, le rôle de software engineer est assez complexe. Comment tu as fait jusque-là pour atterrir dans le rôle de software engineer? Alors, ouais, ça, c'est une très bonne question. Alors, quand en fait, je suis venu en fait pour faire mon premier stage d'ailleurs, je l'ai fait aux États-Unis, donc je n'avais pas fait de stage en France avant. Et donc, quand je suis arrivé, je pense que et mon rôle d'ailleurs, mon premier projet, c'était en fait de travailler sur un API. Donc, je me rappelle à l'époque, bon, l'anglais était un défi pour moi, mais bon, j'ai su surmonter cela. Alors, c'était un challenge. Et donc, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que ça m'a vraiment poussé à me. J'ai poussé en fait mon savoir-faire à l'extrême et essayé de faire beaucoup, en fait, de comprendre beaucoup en fait les métiers d'ingénieur à l'époque. Mais en fait, le fait que j'arrive à penser out of the box, genre voir les systèmes genre de façon high level et essayer en fait de concevoir un système. Et je pense que c'est quelque chose qu'on développe avec le temps. Au début, c'est très difficile, mais une fois qu'en fait on prend l'habitude en fait de le faire régulièrement, je pense que ça devient une routine. Mais voilà, chaque boîte a sa réalité. Et donc, quand, par exemple, j'ai quitté ma boîte d'avant à Meta, et j'ai compris qu'en fait, les choses ont changé. Parce que des Meta, bon, Meta, c'est une grande boîte qui construit tout in-house. Il y a pas des choses qui sont forcément utilisées de l'extérieur, donc tout est construit à la maison. Donc, quand on arrive et qu'on a des connaissances des choses qu'on a déjà utilisées avant, genre qu'on connaît AWS, qui est Amazon Web Service, et après, tu te retrouves dans une entreprise qui connaît pas, qui n'utilise pas du tout AWS, mais qui construit son propre AWS. Donc, en gros, là, tu comprends qu'en fait, voilà, genre, c'est quelque chose de fun. Genre, on apprend beaucoup et on est challengé, en fait, chaque jour à faire des choses voilà, qui demandent encore beaucoup plus de recherche. D'accord. Non, là, c'est très, 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 très intéressant parce que ça m'amène à mon deuxième point qui est la différence justement en termes de mindset entre comment fonctionne le monde du travail en Europe ou en France précisément et justement le fonctionnement aux États-Unis et surtout dans le domaine de l'informatique. Pour intégrer les grandes boîtes comme voilà, Google, Amazon, Facebook, Microsoft ou Netflix, par exemple. Alors, je pense que ce qui est attendu beaucoup, c'est vraiment
la capacité de la personne à résoudre des problèmes, à résoudre des problèmes de façon optimisée et de façon rapide. Donc, et genre, c'est le diplôme réellement n'est pas trop regardé. En fait, genre, jusque-là, je pense que pendant pendant mon processus de recrutement avec Meta, il y a eu, il n'y a pas eu un moment où on m'a demandé mon diplôme. Donc, et ce qui est vraiment demandé, c'est, en fait, ce qu'ils testent vraiment, c'est le problem solving et aussi la capacité, en fait, à voir à concevoir les choses en tant qu'ingénieur. Donc, je pense que pour quelqu'un qui est en France aujourd'hui et qui souhaiterait, en fait, qui a l'ambition d'évoluer un jour dans des grandes boîtes, je pense que ce qui est important, en fait, c'est de garder en tête, c'est vraiment quand on veut être ingénieur, il faut vraiment avoir cette capacité de pouvoir résoudre les problèmes et ne pas résoudre les problèmes seulement, mais de résoudre les problèmes de façon optimisée. C'est très important. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête quand on veut évoluer vers les big tech, c'est de s'assurer que quand on construit un système, alors on ne doit pas construire un système qui marche pour, c'est pas, pour 100 000 personnes ou bien pour 200 000 personnes, mais il faut toujours garder en tête qu'on peut avoir en fait 1 milliard de personnes qui utilisent ces services. Alors, comment faire en sorte que ce système soit scalable? Et maintenant, et c'est justement un problème qu'on expose pendant les interviews. Un exemple typique, par exemple, qu'on peut te demander pendant une interview pour intégrer une de ces boîtes, c'est par exemple, on va te demander euh, si aujourd'hui tu es ingénieur et que tu dois concevoir un service comme Netflix. Alors, comment tu ferais? Donc, on sait que Netflix est utilisé par des millions de personnes. Alors, comment faire en sorte que alors, ces millions de personnes arrivent à regarder des vidéos, des films de façon très fluide et que la rapidité est là et on ne sent pas trop de latence, peu importe la localisation de la personne. Donc, et là, l'ingénieur est appelé en fait à parler de comment positionner ses serveurs, comment faire le back-end, comment faire à concevoir la base de données et comment stocker les vidéos, voilà, et sous quel format et comment les rendre accessibles en fait à l'utilisateur, aux utilisateurs et en fonction de la localisation de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, au cas où il y a de la concurrence d'accès aux données, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est important, en fait, ouais, c'est ça, d'aller, en fait, d'attaquer les problèmes par leur source. Genre, vraiment de comprendre, de ne pas juste être utilisateur, en fait, des librairies ou, genre, essayer, en fait, nous-mêmes, je pense, de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les systèmes et genre comprendre en fait en profondeur en fait ces détails. Donc je pense que c'est vraiment ne pas être un développeur. Je pense que si on veut être un software engineer, il faut comprendre qu'en fait savoir coder, c'est pas forcément être software engineer. On peut être développeur mais sans être forcément software engineer. Maintenant qu'on sait le parcours, ce qu'il faut garder en tête en tant que tips, c'est maintenant les rewards, c'est-à-dire les gains associés à ce type de poste. Je pense que pour le niveau d'entrée à Meta, en tout cas dans les à Meta, le niveau d'entrée E3, je pense que c'est au minimum 150 mid-level, donc c'est entre 250 à 300 000 dollars par an. Donc, je parle de total composition. Et maintenant, pour le niveau senior, et là, les salaires peuvent aller jusqu'à entre 400 000 et 500 000 dollars. Et maintenant, au-delà de ça, quand on est staff ingénieur, là, on parle de 600 plus. Et maintenant, ceux qui sont encore principal ingénieurs, ils se font plus que 1 million de dollars par an. D'accord. En tout cas, une chose est claire, effectivement, c'est on a la compensation proportionnellement à ce qu'on fournit comme effort. Comment quelqu'un qui a cette ambition-là aujourd'hui arrive à manager entre l'ambition, parce que il y a cette expression qui existe souvent chez vous, hein, surtout ça vient des États-Unis, qu'ils appellent le work-life balance. Comment on arrive à équilibrer au niveau d'ambition et surtout pour ne pas faire des choix un peu qui peuvent être contradictoires
Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, surtout, c'est une fois que j'ai l'ambition, comment je me fais accompagner pour arriver justement à réaliser mes objectifs. Je pense que c'est un point très important, en fait, le work-life balance. Comment, en fait, est-ce qu'on a du temps pour soi-même? Je pense que le work-life balance, c'est un sujet, en fait, qui est très crucial, en fait, dans les big tech. Et je pense que ce qui est attendu, généralement, en fait, des ingénieurs, en fonction de leur niveau, c'est très difficile de le faire avec en fait, en se disant que je travaille que pendant les 8 heures de la journée et puis après je touche plus à l'ordinateur. C'est très difficile de faire ça quand on travaille pour les big tech. C'est très compliqué, mais il y a des entreprises, je pense que ça dépend aussi des équipes. Il y a certaines équipes qui sont bien, il y a certaines équipes qui ont des bons work-life balance, il y a d'autres pas. Et donc, et ça dépend aussi des entreprises. Donc, mais c'est difficile en fait. Je dirais que le travail en fait demandé est très élevé et souvent c'est vraiment difficile à mon genre. J'ai vu ça personnellement. Donc, c'est difficile de gérer en fait le work-life balance de façon efficace. Donc, je pense que c'est un sacrifice quand on décide de joindre ces boîtes. Alors, il faut garder en tête qu'en fait, il y a beaucoup de choses seront attendues de toi et c'est difficile en fait de gérer de façon efficace le work-life balance. Alors, personnellement, ce que moi j'essaie de faire, c'est vraiment de profiter des opportunités que j'ai, des pauses que j'ai, par exemple, entre les projets, pour pouvoir voilà, faire, faire des voyages, pour pouvoir un peu, en fait, changer d'atmosphère. Et voilà, donc, aussi, et aussi avoir une activité sportive pour continuer en fait à faire travailler le corps et aussi passer du temps avec des amis quand c'est possible avec la famille. Mais je pense qu'il faut savoir faire en fait la part des choses. Et donc, je pense que et aussi par rapport je pense que la deuxième question c'était le mentorship. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir en fait un mentor. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu des mentors. J'ai toujours essayé de trouver quelqu'un qui est au moins, c'est pas à des niveaux plus élevés que moi pour pouvoir en fait essayer d'avoir des tips, en fait, des règles de bonne pratique, comment arriver au niveau de cette personne-là et savoir un peu son parcours et voilà, comprendre qu'est-ce que j'ai pu. Je pense que les feedbacks, c'est très important, en tout cas, pour évoluer dans les carrières. Ça va essayer de prendre tout le temps des feedbacks des gens, même avec ses collègues de travail. Genre, demander chaque fois qu'est-ce que j'ai fait bien et qu'est-ce que j'ai pu améliorer. Parce que on ne sait pas forcément si on fait, on a l'impression qu'on fait tout bien ou bien qu'on fait tout mauvais, mais voilà, c'est pas forcément l'impression que les autres ont de toi. Donc, c'est important d'avoir des feedbacks, avoir aussi un mentor, voilà, quelqu'un à qui il faut se référer pour pouvoir apprendre du parcours de la personne et voilà, faire et évoluer, quoi. C'est sur ces derniers mots que on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc Amadou, merci beaucoup pour euh, ton retour d'expérience. Je pense que c'était important qu'on ait ces discussions, ces types de discussions qui permettent vraiment de mettre à plat certains sujets. C'est un parcours qui est assez inspirant, très honnêtement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer pour ceux qui savent bien écouter. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Et si tu as un dernier mot, je te le laisse pour conclure. Bah, je voudrais en fait remercier en fait toute l'équipe Yellow Voice, particulièrement toi Seydou, de en fait donner en fait l'opportunité en fait aux uns et aux autres de présenter les différents parcours. Je pense que chacun a un parcours différent et chacun a des expériences différentes. Donc, je pense que c'est important, en fait, de connaître cet espace-là pour pouvoir, en fait, euh, pour pouvoir s'écouter et partager les différentes expériences. Alors, je pense que, en fait, euh,
Voilà, à mon avis, tout est une question généralement de choix et d'objectifs. Je pense que quand on se donne des objectifs dans la vie, donc il faut juste se donner les moyens. Je pense que les moyens, il faut les créer aussi pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je pense qu'on peut donner, les gens peuvent dire beaucoup de choses par rapport au big tech, mais il n'y a pas forcément, il y a rien d'impossible en fait, que les ingénieurs font dans les big tech. Je pense que c'est juste, ça prend juste beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais en fin de compte, c'est juste le travail qui est délivré. En tout cas, je remercie encore l'équipe Young Voice et voilà, merci Seydou.